Nous avons le plaisir maintenant d'écouter Pierre Saint-Germier, qui va nous présenter un exposé dont le titre est « Plénitude, recombinaison et paradoxe ». Alors, un petit mot de présentation. Pierre Saint-Germier est docteur en philosophie de l'École normale supérieure de Lyon. Il est actuellement à l'université d'Aarhus, au Danemark, où il travaille dans le cadre d'un projet intitulé « Intuitions in Science and Philosophy ». Ces recherches portent notamment sur le rapport entre concevabilité et possibilité, la logique, l'épistémologie des expériences de pensée et le rôle des intuitions dans la méthodologie philosophique. Je sais par ailleurs que Pierre a travaillé sur la philosophie de l'art, ou en tout cas la philosophie de la musique, puisqu'il a traduit et présenté un ouvrage de Gerald Levinson qui s'intitule, si je ne me trompe pas, Philosophie de la musique. C'est ça ? C'est un recueil d'essais de philosophie de la musique. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, je suis très heureux d'être ici. Donc, je tiens à remercier Madame le professeur Tiersolin pour l'invitation et les organisateurs de ce magnifique colloque. Donc ma présentation va porter sur un principe métaphysique particulier qui est le principe de recombinaison. Qui est un principe qui est assez important pour la métaphysique des modalités, donc des notions de possibilité et de nécessité. Donc au programme de cette présentation, je vais d'abord commencer par présenter le concept de plénitude et son rapport avec celui de la notion de recombinaison. Ensuite, je vais présenter deux paradoxes que rencontre la notion de recombinaison lorsqu'elle est formulée sous forme d'un principe. Et je vais m'intéresser en particulier à l'un d'entre eux qui a été discuté seulement très récemment, qui a la particularité d'être un paradoxe pur. Et j'expliquerai cela. Ensuite, je vais étudier différentes possibilités de résoudre le paradoxe. Donc, il y en a une qui consiste à nier une implication, il y en a une qui consiste à nier une incohérence. Et ensuite, je vais essayer de progresser vers une solution. Donc, l'une est impure et une seconde qui est plus pure. Tout cela va probablement s'éclaircir au fur et à mesure de la présentation. Je tiens à dire que c'est un travail en cours. Donc c'est la première fois que je le présente, c'est très frais. Donc toutes les remarques et les remarques constructives sont les bienvenues. Alors, plénitude et recombinaison. La notion de plénitude, c'est une notion qui est assez importante lorsqu'on fait la métaphysique des modalités. En particulier lorsqu'on cherche à expliquer que ce soit de manière réductive ou non réductive, la notion de possibilité à l'aide de quelque chose d'autre, par exemple à l'aide de la notion de monde possible. Si on dit par exemple qu'être une possibilité pour une proposition, être possiblement vrai pour une proposition, c'est être vrai dans un monde possible, il faut qu'on soit sûr qu'on ait suffisamment de mondes possibles pour que tout ce qui est intuitivement possible soit expliqué dans la théorie considérée. Donc il faut qu'on ait suffisamment de mondes possibles pour que toutes les propositions qu'on a envie de dire intuitivement comme étant possibles soient véritablement possibles. Et donc ça, c'est une contrainte de plénitude. On veut que notre théorie de la modalité soit complète ou qu'elle satisfasse cette contrainte de plénitude. Donc il y a deux manières d'envisager la chose. Soit vous pouvez l'envisager au niveau des propositions. Donc vous voulez que pour toute proposition, si elle est possible, alors il doit y avoir un monde possible dans l'univers de tout le monde possible qui la rend vraie. Et ça marche aussi pour les objets possibles. Si vous voulez dire qu'un objet est possible, alors vous devez vous assurer que votre théorie, elle a, dans son ensemble de mondes possibles, un monde possible au moins dans lequel cette entité existe. L'idée intuitive qu'il y a derrière, c'est celle qui est exprimée dans cette citation qui vient de Lewis, de la pluralité des mondes. Donc les mondes sont abondants. L'espace logique est en quelque sorte complet. Il ne doit pas y avoir de place vacante, de vide dans l'espace logique. Donc, c'est un principe que, par exemple, Lewis doit admettre. Donc, si vous êtes Lewis, vous pensez que les mondes possibles sont des entités concrètes. Et bien entendu, à première vue, il pourrait y avoir le fait de proposer une analyse de la possibilité en termes de l'existence de mondes possibles concrets. Ça n'implique pas automatiquement que vous allez avoir automatiquement suffisamment de mondes possibles pour pouvoir rendre compte de toutes les possibilités. En particulier, c'est compatible avec cette analyse qui est seulement 17 mondes possibles, et avec ces 17 mondes possibles, vous ne pourrez pas forcément rendre compte de toutes les possibilités. Donc vous avez besoin d'ajouter un principe de plénitude. Alors il y a plusieurs
problèmes ou soucis que suscite l'ajout de ce principe de plénitude. Un premier souci, de savoir si c'est véritablement quelque chose... Ah pardon, excusez-moi, je suis allé plus vite que mes slides. D'abord, avant de critiquer le principe de plénitude, je vais dire à quoi ils servent. Donc d'abord, pourquoi j'ai besoin d'un principe de plénitude? Donc, une raison de le faire, c'est de limiter les restrictions arbitraires. Donc l'exemple des 17 mondes, ce serait une restriction arbitraire. Plus généralement, on veut que dans notre espace de possibilités, toutes les possibilités soient représentées. On ne veut pas qu'il y ait, à un moment donné, un arrêt dans l'étendue des possibilités, qui est le vide. Une deuxième fonction des principes de plénitude, c'est une fonction plus épistémologique, qui est de permettre de raisonner sur ce qui est possible. Lorsqu'on fait de la métaphysique, souvent, on raisonne à un niveau de généralité tel qu'on a besoin de savoir non pas seulement si une chose est vraie, ou si elle est fausse, mais savoir si elle est nécessaire ou si elle est possible. En particulier, parfois, on a besoin de raisonner sur l'existence ou sur le fait de savoir si des choses sont possibles en principe. Comment on fait pour montrer que quelque chose dont on sait l'inexistence ou dont on sait la fausseté est néanmoins possible en principe? Une manière de faire ça, c'est d'utiliser un principe de plénitude. Donc c'est important d'avoir des principes de plénitude pour cette raison-là. Maintenant, la formulation d'un principe de plénitude pose des difficultés, donc c'est là où je vais en venir. Première difficulté, c'est qu'ils peuvent sembler ad hoc par rapport à une analyse de la modalité, donc c'est l'exemple de Lewis que je donnais un peu plus tôt. Il y a une autre difficulté qui est que certains de ces principes peuvent sembler tautologiques. Donc si je reviens par exemple au principe de plénitude numéro 1, si vous avez une théorie sur laquelle ce que ça veut dire d'être possible, c'est d'être vrai dans un monde possible, alors votre proposition 1, elle a quelque chose de tautologique, elle est peu informative. C'est une des raisons pour lesquelles Lewis en particulier a été amené à proposer une analyse, à expliquer la plénitude par cette idée de recombinaison. Et donc ce qui fait office de principe de plénitude dans la théorie de Lewis, c'est le principe de recombinaison. Donc ici je vous ai mis une citation qui donne une explication, disons, intuitive de l'idée. Donc l'idée, c'est que tout peut coexister avec tout, avec une restriction que met Lewis, c'est-à-dire pourvu qu'ils occupent des positions spatio-temporelles distinctes. Mais en gros, l'idée, c'est que si vous prenez deux choses qui ont une existence distincte, alors vous pouvez avoir un monde possible dans lequel elles sont séparées. Et diversement, si vous avez des possibles qui existent tous dans des mondes possibles distincts, alors vous pouvez les réunir dans un monde possible. Et si vous appliquez ces opérations de recombinaison, de cette manière, vous allez avoir un univers de mondes possibles qui sera complet. Une autre manière de caractériser la complétude de l'ensemble des mondes possibles, c'est de dire que l'ensemble des mondes possibles ou la collection des mondes possibles est close sous cette opération de recombinaison. L'idée, c'est que si on a suffisamment de mondes possibles qui satisfassent ce principe de recombinaison, alors on est sûr de rien oublier, on est sûr qu'il n'y aura pas de vide dans l'espace logique. Il y a une grande difficulté, cependant, c'est de transférer cette idée intuitive générale en un principe clair. Et Lewis, dans De la pluralité des mondes, n'a pas donné d'explication, n'a pas réussi à formuler en une phrase de manière précise ce principe. Dans la littérature qui a suivi, il y a eu plusieurs tentatives de donner une formulation un peu meilleure. Donc, il y a une formulation qui a attiré l'attention, qui est souvent reprise, c'est celle de Nolan. Donc, c'est celle que je vais prendre. Selon laquelle, pour tous objets possibles, il existe un monde possible contenant n'importe quel nombre de duplicata de chacun de ces objets. Donc, vous prenez une collection d'objets possibles, ils n'appartiennent pas forcément au même monde possible. Donc vous pouvez soit tous les prendre dans le même monde, soit vous pouvez les prendre dans des mondes différents. Et ensuite, vous pouvez tous les mettre dans un monde possible, et vous pouvez les mettre en 2 exemplaires, en 3 exemplaires, en n exemplaires. Donc ça, c'est le principe de recombinaison Nolan. Et si votre univers des mondes possibles satisfait ça, vous êtes sûr que toutes les possibilités seront représentées. Voilà donc l'idée générale. Et ce principe-là de recombinaison, a priori, il semble qu'il respecte les fonctions attendues du principe de plénitude. Donc il évite les restrictions arbitraires de l'espace logique. Il semble que c'est une manière en tout cas d'éviter qu'il y ait de place vide dans l'espace logique. Et il permet de mener des raisonnements informatifs sur l'étendue de ce qui est possible. Donc si vous voulez prouver quelque chose est possible, vous pouvez montrer qu'on peut l'atteindre par
une ou plusieurs opérations du principe de recombinaison à partir de choses dont vous savez préalablement qu'elles sont possibles, par exemple parce qu'elles sont actuelles. Donc jusque-là, tout va bien. Le problème, c'est que dès qu'on cherche à préciser ce principe de recombinaison, on s'aperçoit qu'il suscite des paradoxes. Alors, il y a eu toute une littérature à la suite du livre de Lewis, même avant le livre de Lewis en fait, qui consistait à identifier des paradoxes de la recombinaison. Donc, il y a un article célèbre de Peter Forrest et David Armstrong qui a soulevé un de ces paradoxes, à lequel Lewis a répondu. Donc, je ne vais pas parler de tous ces paradoxes, je vais juste parler de l'un d'entre eux pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Et ensuite, je vais présenter un deuxième paradoxe qui est plus récent et qui a une propriété particulière qu'on n'a pas celui-là, et c'est une des raisons pour lesquelles ça va m'intéresser particulièrement. Donc, le paradoxe de Nolan, je dis de Nolan parce qu'il a été démontré par Nolan dans l'article que j'ai cité un peu plus tôt, le paradoxe survient quand on raisonne en termes ensemblistes à partir du principe de recombinaison. En particulier, lorsqu'on applique la théorie ZFCU, donc c'est la théorie Zermelo-Fraenkel avec l'axiome du choix, et le U c'est pour les sous-éléments, puisque lorsqu'on veut appliquer la théorie des ensembles à des entités concrètes, à la différence des applications mathématiques, on est obligé de supposer qu'il y a des objets qui ne sont pas des ensembles, ce qu'on appelle les sous-éléments, donc ça change un peu la formulation de la théorie, mais c'est des questions de détail. Juste disons que l'importance du paradoxe dérive du fait qu'il est présenté comme dérivation logique, c'est important d'être clair sur les principes logiques qu'on utilise. Donc, en fait, c'est un paradoxe qui provient plus spécifiquement de l'idée qu'il y aurait un ensemble de tous les possibles. Donc, j'utilise le terme latin possibilia pour dire que je parle des objets possibles. Parce que quand on parle des possibles en français, c'est un peu ambigu. Donc, afin de montrer que je parle spécifiquement des objets possibles, j'utilise le terme latin, comme dans la littérature technique sur la question. Donc, supposons qu'il existe un ensemble de tous les possibilia. Alors, par la théorie des ensembles, cet ensemble possède une cardinalité. Donc, on peut dire combien il y a d'éléments dans cet ensemble. Mais aussi, la théorie des ensembles nous dit qu'à chaque fois qu'on a une cardinalité, c'est-à-dire une réponse à la question combien, un nombre cardinal, qui peut être infini, on peut toujours construire une cardinalité plus grande. Donc ça, c'est la nouvelle de la théorie des ensembles. Alors maintenant, prenons un possible quelconque, dans n'importe quel monde que vous voulez, et appliquons le principe de recombinaison en disant qu'on veut, non pas un duplicatum, deux duplicata, mais on veut cette cardinalité supérieure, donc on peut appeler kappa plus, donc une cardinalité qui est supérieure à la cardinalité de l'ensemble de tous les possibilia. C'est une opération qui est tout à fait légitime, en tout cas elle est autorisée par la théorie des ensembles, elle est autorisée par le principe de recombinaison. Et donc du coup on aboutit à un monde possible qui contient un nombre de possibilia qui est plus grand que ce qu'on a, qui est plus grand que la taille de l'ensemble de tous les possibilia. Donc on aboutit à une contradiction. Donc il n'existe pas d'ensemble de tous les possibilia. En tout cas c'est la conclusion qu'en tire Nolan. Il y a plusieurs manières de jouer avec ce paradoxe. Je pense que la solution la plus qu'on en tire d'habitude, c'est celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'ensemble de tous les possibilia. En d'autres termes, c'est pas incompatible avec le fait de dire qu'il y a une pluralité de tous les possibilia, sauf que cette pluralité, elle est trop grande pour former un ensemble. Donc, en théorie des ensembles, on appelle ça une classe propre. Et on peut réagir de différentes manières à ce paradoxe. Une manière, c'est de modifier la théorie des ensembles. Alors ça, je pense que ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour la métaphysique, ça a plutôt des intérêts pour la théorie des ensembles et la philosophie des mathématiques, mais il y a un article de Menzel où il cherche à faire ça. Une autre possibilité, c'est d'introduire une restriction dans le principe de recombinaison. C'est ce que faisait Lewis dans le livre de la pluralité des mondes. Alors il faisait ça en réponse avec un paradoxe similaire qui avait été fait par Armstrong et Forrest. Le problème qu'on encourt quand on propose une restriction uniquement sur la base de la distance d'un ensemble, c'est que cette restriction peut paraître arbitraire ad hoc. Et Nolan, à l'article précité,
argumente en faveur de l'idée que cette restriction est vraiment pas nécessaire et qu'on peut continuer à utiliser un principe de recombinaison non restreinte tel qu'il a été formulé ici. Juste, il suffit d'admettre qu'il n'y a pas d'ensemble, que les possibilités ne forment pas un ensemble. Et après tout, ce n'est pas si grave. Il y a beaucoup d'objets mathématiques qui, lorsqu'on prend tous les objets mathématiques en question, ne forment pas un ensemble. Par exemple, l'ensemble de tous les ensembles n'est pas... Enfin, la collection de tous les ensembles ne forme pas un ensemble, donc finalement, ce n'est pas si grave. Cela dit, il y a quelque chose de... donc, maintenant, si on s'intéresse au principe de recombinaison en tant que principe métaphysique, c'est un peu le sujet du colloque. Il y a quand même quelque chose qui est difficile à saisir avec cet ensemble, avec ce paradoxe, c'est quelle est exactement sa portée. Il y a une sorte d'impureté, d'un certain point de vue, dans la mesure où ce qui semble faire le travail décisif pour dériver une contradiction, c'est l'utilisation de la machinerie ensembliste. Donc du coup, ce n'est pas très clair si on a vraiment un paradoxe qui est un paradoxe de la modalité, ou si on a juste une version appliquée à la modalité d'un paradoxe ensembliste, ou si on a quelque chose qui a plutôt attrait à l'application de la théorie des ensembles au phénomène de la modalité. Donc du coup, la leçon qu'il convient de tirer de ce genre de paradoxe n'est pas véritablement claire. L'idée étant que ce serait beaucoup plus grave si, en tout cas pour les gens qui aiment bien le principe de recombinaison dans sa version non restreinte telle que je l'ai présentée, les choses seraient beaucoup plus graves si on arrivait à avoir un paradoxe de ce genre qui fasse l'économie de notions ensemblistes. Et c'est ce qu'a proposé Peter Fritz, donc un philosophe allemand qui travaille à Oslo, dans un article de 2016 paru dans Nous, et qui a proposé un paradoxe purement recombinatoire de la modalité, donc dans lequel il a dérivé une contradiction du principe de recombinaison sans utiliser de notions ensemblistes. Donc si le paradoxe est bien réel, s'il y a bien une contradiction, bien dérivé logiquement une contradiction du principe de recombinaison à la manière de Fritz, alors on a quelque chose de beaucoup plus grave, on a quelque chose qui s'apparente à véritablement un paradoxe de la modalité en tant que tel et pas à un paradoxe ensembliste appliqué à la modalité. Alors, comment on fait pour dériver un paradoxe à partir du principe de recombinaison seul ? Alors, Fritz, en fait, sa stratégie, c'est de montrer qu'il y a deux propositions qui, chacune, semble suivre du paradoxe de recombinaison et qui se trouvent être mutuellement incohérentes. Alors, pour ça, il utilise un exemple théologique, mais finalement, peu importe. Il parle d'anges, mais le fait que ces objets soient pas réels n'a aucune importance. L'important, c'est qu'ils soient purement possibles. À la limite, si vous n'aimez pas les anges, vous pouvez remplacer ça par quelque chose d'autre et la logique de l'argument sera à peu près la même. Et comme il parle d'anges et que je trouve ça marrant, j'ai gardé ça. Donc la première proposition, c'est pour tout monde possible W, il existe un monde possible W', où tout ce qui est un ange dans W est un ange dans W', et où il y a en plus un ange qui n'est pas un ange dans W'. Donc, si vous prenez un monde possible, vous supposez que dans ce monde possible, il y a des anges, vous les mettez tous dans un autre monde possible, et dans cet autre monde possible, vous avez un ange supplémentaire, si vous voulez, qui n'est pas dans la collection de départ. Ça paraît intuitivement être une conséquence du principe de recombinaison tel qu'il a été formulé plus haut. Et la proposition numéro 2, il existe un monde possible W, tel que toute chose qui est un ange dans quelque monde possible que ce soit, est un ange dans W. Donc là, l'idée, c'est que... J'ai précisé tout à l'heure que le principe de recombinaison nous autorise à prendre des possibilités qui existent dans des mondes différents et à les mettre dans un même monde. Donc là, l'idée, c'est qu'on devrait pouvoir l'appliquer à la collection de tous les anges possibles. On prend tous les anges possibles et on les met dans un monde possible. Ça devrait être autorisé en tout cas, ça a l'air d'être autorisé par le principe de recombinaison tel qu'il est formulé. Et donc, on a un monde possible qui contient tous les anges possibles. Et là, on a des problèmes. Alors, excusez-moi.
le problème, c'est que ces deux propositions ne sont pas faciles à exprimer de manière non ambiguë. Déjà là, j'ai utilisé la langue semi-formelle des mondes possibles pour pouvoir l'exprimer. On peut l'exprimer uniquement à l'aide de verbes modaux comme il est nécessaire que, il est possible que, mais ça devient encore plus difficile à comprendre. C'est très difficile grammaticalement à analyser. Donc si on veut être sûr qu'il y a une contradiction, il faut qu'on puisse connaître les moyens de raisonner rigoureusement sur ces propositions. Et donc une manière de le faire, c'est de les traduire dans un formalisme logique. Et là, comme on a besoin de raisonner sur des collections d'objets, puisqu'on parle des anges, on est obligé d'utiliser une logique particulière qui est la logique plurielle, dans laquelle on s'autorise à quantifier non pas seulement sur des individus, mais aussi sur des pluralités. Un intérêt de la logique plurielle dans ce contexte, c'est que, à la différence de la logique du second ordre, la logique plurielle ne nous oblige pas à supposer qu'il existe des choses comme des ensembles. C'est-à-dire qu'une pluralité, ce n'est pas nécessairement un ensemble. Et à la limite, c'est même une erreur, enfin, c'est trompeur de parler d'une pluralité, puisque ce à quoi réfèrent les variables plurielles, c'est juste des objets. Donc on a des objets. Et donc là, bon, pour faire ça proprement, il faut qu'on définisse un opérateur A qui veut dire les anges sont tels que. Bon, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire que je justifie cette formalisation. Le point qui est important, je vous demande juste de me croire sur parole, et si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter pendant les questions. Mais on peut dériver une contradiction de ces deux propositions. Donc si j'essaie de faire le raisonnement en langue naturelle, A1 nous dit que pour toute collection, donc s'il y a un ensemble qui contient une pluralité d'anges, on peut trouver un autre monde possible qui contient une pluralité d'anges plus un ange supplémentaire. Le problème, c'est que A2 nous dit qu'on peut mettre tous les anges possibles au sein d'un même monde. Et donc les deux sont incohérents, puisque une fois qu'on a tous les anges possibles dans un même monde, par A2, par A1, on peut créer un ange supplémentaire, et donc on a un ange qui est supplémentaire par rapport à la totalité de tous les anges possibles. Ça, c'est incohérent. Donc on a un problème à faire tenir ces deux propositions ensemble, et toutes les deux semblent suivre du principe de recombinaison. Donc là, que faire ? Alors à première vue, juste à un niveau purement formel, les réactions immédiates, c'est soit vous pouvez critiquer l'idée que A1 suit du principe de recombinaison, vous pouvez nier que A2 suit du principe de recombinaison, ou vous pouvez aussi... donc ça, si vous voulez, c'est les solutions les plus conservatrices, puisqu'à chaque fois que vous gardez le principe de combinaison, vous dites en fait, c'est pas vraiment un paradoxe de la recombinaison, parce que au moins une de ces deux propositions ne suit pas vraiment du principe de recombinaison. Et si vous n'arrivez pas à montrer ni la solution 1 ni la solution 2, alors vous devez conclure que peut-être que le principe de recombinaison est lui-même incohérent. Et ça, ce serait plus problématique. Si vous pensez en plus que le principe de recombinaison, c'est une pièce essentielle de la manière dont on raisonne sur les possibilités, alors ça veut dire quelque chose d'assez grave, d'assez problématique peut-être dans la notion philosophique de modalité métaphysique. Ça, c'est une conséquence supplémentaire qu'on peut en tirer si jamais le problème vient du principe de recombinaison, mais c'est pour vous donner un peu une idée des enjeux de cette discussion. Alors on peut caractériser les différentes solutions possibles de différentes manières. Donc vous avez des approches conservatrices qui vont consister à essayer de préserver autant que possible la compréhension traditionnelle du principe de recombinaison et plus généralement de la modalité métaphysique qui va avec. Et puis vous avez aussi des solutions plus réformatrices dans lesquelles on va insister sur le fait que la notion du paradoxe, c'est qu'il nous faut reconsidérer plus ou moins largement la manière dont il faut concevoir la plénitude par la recombinaison, ou peut-être même la modalité métaphysique. Donc après, je pense que c'est une question de tempérament, si vous êtes plus à l'aise avec la solution conservatrice ou la solution réformatrice. Mais juste pour le jeu, en quelque sorte, je pense que l'idée de recombinaison est une idée qui est assez intuitive, qui est assez fermement implantée dans la manière dont on pense à la plénitude des possibles. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir une solution aussi conservatrice que possible. Et pour ça, il faut s'assurer que si jamais on est amené à modifier la formulation
du principe de recombinaison, s'assurer de ce que cette reformulation soit compatible avec certaines contraintes essentielles qui pèsent sur la notion de modalité métaphysique. Donc si on veut que le principe de recombinaison caractérise la possibilité de la nécessité métaphysique, alors il faut qu'un certain nombre de choses restent vraies. Donc premièrement, il faut que la modalité métaphysique soit absolue. Donc la modalité métaphysique, ce n'est pas une restriction d'une modalité plus large, c'est juste ce qui est possible tout court, ce qui est nécessaire tout court. Bien entendu, la modalité métaphysique, c'est une modalité ontique. C'est une modalité qui traite de comment sont les choses en elles-mêmes, et pas de ce qu'on peut savoir des choses ou de ce qui devrait être. Et puis aussi, une contrainte qui est associée à la notion de modalité métaphysique, c'est que c'est l'idée que c'est la modalité ontique la plus englobante. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous dites que quelque chose est possible en un sens ontique, alors ça va être automatiquement, métaphysiquement possible. Et à chaque fois que vous dites que quelque chose est nécessaire au sens métaphysique, alors ce sera par défaut nécessaire pour toute autre forme de nécessité ontique que vous avez. Donc l'idée, c'est que si une solution à laquelle on parvient nous oblige à renoncer à l'une de ces choses, alors on va se diriger vers une solution qui sera plus réformatrice. Alors, première grande stratégie, nier l'implication. L'idée qu'il y a derrière cette stratégie, c'est que, à la différence des deux propositions qui sont à la source du paradoxe et qui sont dépourvues de notions ensemblistes, le principe de recombinaison, tel qu'il a été formulé par Nolan, il a quelque chose d'impur parce qu'il mentionne des nombres. Il mentionne un nombre de duplicata. Enfin, plutôt, on peut dupliquer un certain nombre de fois la même collection d'objets. Et qui dit nombre dit automatiquement, on voit venir la notion de cardinalité, et donc on est très proche d'une notion ensembliste. À ma connaissance, je ne connais pas de formulation du principe de recombinaison qui soit purement modale, au sens où les propositions qui sont à la source du paradoxe sont purement modales. Donc il y a toujours la question de savoir comment on passe de ce principe de recombinaison à les deux propositions qui sont à la base du paradoxe. Alors, on peut s'amuser à essayer de dériver aussi rigoureusement que possible la proposition 1 à partir du principe de recombinaison, et à essayer de voir s'il n'y a pas des failles dans la dérivation. Donc le point de départ consiste à prendre un monde possible W et à prendre une pluralité d'anges contenus dans W. Et à ce moment-là, le principe de recombinaison, si vous fixez n à 2, vous dit, vous avez un monde qui contient deux duplicata de chacun de ces objets. Dans ce monde-là, il semble qu'on est autorisé à dire que tout ce qui est un ange dans W sera aussi un ange dans W' parce que c'est un duplicata. Et en ce moment, donc en fait, ce qui reste à prouver, c'est qu'il y a un ange dans W' qui n'est pas un ange dans W. Et bon, ça a l'air d'aller de soi, mais si on veut une preuve plus rigoureuse, on peut supposer par l'absurde que tout ange dans W' est un ange dans W, et à ce moment-là, on va se retrouver un problème, puisqu'on va devoir avoir au moins un ange qui, dans W, aurait pu être deux anges dans W'. Et ça a l'air de contredire à la nécessité d'identité. Donc si on pense que la nécessité d'identité est quelque chose qui n'est pas négociable, alors on aboutit à une contradiction, et on doit conclure qu'au moins un ange dans W n'est pas un ange, dans W' n'est pas un ange dans W, et on a précisément ce que nous dit. Donc jusque-là, on a à dire, voilà, on a une déduction impeccable. En réalité, il y a un problème dans le passage, dans l'étape, dans le passage de 2 à 3, puisque ce que nous donne le principe de recombinaison, c'est des duplicata. Donc des duplicata sont des objets qui conservent toutes les propriétés intrinsèques de ce dont ils sont les duplicata. Alors que ce dont on a besoin dans l'étape 3, c'est une relation de modalité dérivée. Il n'y a pas d'équivalence directe entre le fait d'être un duplicatum et le fait d'être ce qu'aurait pu être notre objet. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des conditions extrinsèques qui posent sur la relation de modalité dérivée. Bon, ça c'est des débats un peu techniques,
Mais c'est quelque chose dont Lewis est tout à fait conscient quand il formule le principe de recombinaison. Alors dans le cas de Lewis, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'il a une certaine métaphysique qui lui interdit, en tout cas, fait qu'il est plus acceptable pour lui de ne pas parler de modalités d'errer directement, mais d'utiliser une relation de contrepartie. Donc ça complique un peu la formulation du problème. Mais je pense que pour ceux qui connaissent bien cette théorie des contreparties, c'est exactement ce qu'il a en tête. Donc le message, si vous voulez, c'est que de ce que A' dans W' est un duplicatum de A dans W, il ne suit pas que A aurait pu être B. Et ce problème est peut-être rendu plus concret si vous pensez, par exemple, si vous acceptez l'idée que les origines comptent pour l'identité de certains objets matériels. Comme les origines sont des propriétés extrinsèques, alors les origines ne seront pas conservées par un duplicata. Et donc vous pouvez très bien avoir un duplicata qui n'est pas quelque chose que j'aurais pu être. Donc c'est le fameux problème si on imagine un duplicatum de moi-même dans un monde possible où mes parents sont différents, il y a des arguments pour dire qu'en fait c'est pas moi-même, c'est juste un duplicatum, parce que l'identité des origines n'est pas conservée. Peu importe. En tout cas, c'est une manière de résister à l'argument. Cela dit, je ne pense pas que ce soit une manière qui est cruciale. En tout cas, ce n'est pas la manière qui va vraiment nous aider. Il suffit pour cela alors, dans le cas des anges, je dois vous avouer que je n'ai pas d'idée très claire sur savoir si l'identité des anges survient sur leurs origines ou sur des propriétés extrinsèques. Mais en tout cas, l'idée, c'est que si vous êtes embarrassé par ça, ou juste vous choisissez un bon exemple dans lequel vous avez une entité dont l'identité ne survient pas sur des relations extrinsèques, et alors ce problème va s'évanouir. Le fait d'être un duplicatum sera automatiquement une contrepartie. Ce sera automatiquement quelque chose que l'objet dont il est le duplicata aurait pu être. Voilà. Donc ça, c'est juste pour mentionner une manière d'échapper à cette première inférence et à la manière de la contourner. Donc maintenant, passons à la deuxième proposition A2. Est-ce que le principe de recombinaison nous mène infailliblement vers la proposition A2 ? Donc là, le raisonnement est assez simple. Je crois que je l'ai donné un petit peu tout à l'heure. Vous avez la pluralité de tous les possibilia par le principe de recombinaison. Vous pouvez tous les mettre dans un même monde possible. Et donc, vous avez un monde possible dans lequel tout possibilia existe. Ça a l'air d'être une application très simple, très directe du principe de recombinaison. Cela dit, il y a bien sûr plusieurs manières de bloquer ce raisonnement. L'idée, c'est de le bloquer dès la première étape. C'est de questionner cette idée qu'on pourrait avoir une pluralité de tous les anges possibles. Et donc là, l'idée, c'est de questionner cette idée qu'il n'y a pas de pluralité de tous les possibilia. Une deuxième manière de bloquer cette première étape, c'est de dire que l'idée de quantifier, de dire tous les possibilia n'a pas de sens, ou tous les anges possibles n'a pas de sens. Alors, quelle raison pourrait avoir de nier l'existence d'une pluralité de tous les anges possibles, ou de tous les possibilia? La logique est la même. Premièrement, quelle raison pourrait avoir de les accepter par défaut? Une bonne raison, c'est de dire que ça provient d'une instance d'un principe de logique plurielle, qui est un principe de compréhension, qui nous dit qu'à chaque fois qu'on a une propriété, on peut rassembler dans une pluralité tous les objets qui possèdent cette propriété. Alors ça ressemble un peu au principe de compréhension naïf de la théorie des ensembles, mais précisément comme on a des pluralités et pas des ensembles, on n'a pas forcément de paradoxe à l'arrivée. Donc la question est de savoir si on a une raison de rejeter le principe de compréhension plurielle dans le cas où la propriété qu'on prend pour former la pluralité, c'est X est possible ou X est un ange possible. Alors il se trouve qu'il y a des auteurs qui ont critiqué la validité universelle du principe de compréhension plurielle. En particulier, Yablo a proposé de rejeter le principe de compréhension plurielle en réponse au paradoxe de Russell, dans l'idée de pouvoir conserver en échange un schéma de compréhension naïf pour les ensembles. Donc, on peut avoir des motivations, si vous voulez, pour
rejeter ce principe de compréhension plurielle. Et il semble que le pattern ou le schéma soit analogue à ce qui se passe dans le cas de la pluralité de tous les possibilia. Mais c'est une manœuvre qui a ses propres difficultés. L'une d'entre elles, c'est que Diablo ne propose pas de critères très clairs permettant de distinguer les pluralités qui forment des ensembles de celles qui n'en forment pas. Donc l'idée consiste à dire on voudrait savoir dans quel cas ça marche, dans quel cas ça ne marche pas. Et comme le but de Diablo, c'était de pouvoir sauver le schéma de compréhension naïve parce qu'il avait des motivations particulières, mais dans le cas de la métaphysique des modalités, on n'a pas forcément de motivation première de vouloir sauver un schéma de compréhension naïve pour les ensembles. Donc la construction de Diablo, elle est cohérente, mais ce qui le motive à aller vers cela dans l'article en question ne s'applique pas n'a rien à voir avec la métaphysique des modalités, donc on n'a pas vraiment de raison de le suivre, on n'a pas de raison indépendante de le suivre si ce n'est qu'on veut éviter le paradoxe. Donc là, ça a l'air d'être une manœuvre ad hoc. Donc la deuxième manière de rejeter cette idée qu'il puisse y avoir qu'il y ait vraiment une pluralité de tous les possibilia, c'est de s'interroger sur le sens qu'il y a à parler de tous les possibilia. Est-ce que ça a vraiment un sens? Donc il y a plusieurs raisons qui ont été données dans la littérature pour douter de cette idée qu'on peut quantifier de manière généralisée sur tous les possibilia. En tout cas, en fait, pour être plus précis, il y a eu des raisons qui ont été données dans la littérature pour questionner la légitimité à quantifier sur tout ce qui existe. Mais certaines de ces raisons ont pour conséquence qu'on ne peut pas non plus quantifier sur tous les possibilia. Donc c'est vers celle-là qu'on peut se tourner pour résister à cette partie du paradoxe. Donc la première raison, c'est le principe du tout en un. Et la deuxième, c'est l'indéfinie extensibilité du domaine des possibilia. Donc l'idée du principe du tout en un, c'est qu'à chaque fois que vous avez un domaine de discours, il est essentiel que ce domaine forme un ensemble. Or, on a vu que les possibilia ne forment pas un ensemble par le raisonnement de Nolan plus haut. Donc, il ne peut pas y avoir de domaine de discours qui englobe tous les possibilia. Le seul domaine de discours qu'on peut avoir, c'est des domaines de discours qui incluent des ensembles de possibilia, mais pas tous, puisque tous les possibilia excèdent quelques ensembles qu'on puisse en former. Je vois que j'ai plus beaucoup de temps. Donc, si on peut recourir au principe du tout en un pour essayer de bloquer le paradoxe. Et la question se pose alors de savoir qu'est-ce qui nous motive à accepter le principe du tout en un. C'est pas une vérité métaphysique qui s'impose à nous de l'extérieur, donc il faut qu'on ait une bonne raison de le faire. Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser à accepter le tout en un. Il y en a une qui consiste à dire que le tout en un ne s'applique pas dans les cas où on a des domaines qui sont indéfiniment extensibles. Donc là, c'est un cas où ça rejoint la deuxième raison, donc du coup j'en parle pas là, j'en parlerai juste après. Et vous avez une deuxième raison, qui est que dans certains cas, ça peut être utile de pouvoir quantifier sur tous les domaines, notamment quand on veut expliquer ce que c'est qu'une conséquence logique. On veut pouvoir faire des généralisations du type une proposition est vraie quels que soient les domaines qu'on considère. Le problème, c'est qu'on quantifie sur des objets, donc il faut que les domaines soient des objets. Et la meilleure manière de concevoir les domaines comme des objets, c'est de les concevoir comme des ensembles. Donc il faut que tous les domaines soient des ensembles. Donc dans le cas de... mais bon, ce deuxième point, c'est un point qui est assez controversé, qui est encore discuté par les philosophes de la logique, donc je ne pense pas que ce soit un fondement très stable pour accepter le principe du tout en un. Pour ce qui est de l'indéfinie extensibilité, donc c'est une notion qui a été notamment développée par Demet. Elle n'est pas forcément très facile à définir, mais voici une définition qui provient de Demet. Donc un concept C est indéfiniment extensible si à chaque fois que nous pouvons former la conception définie d'une totalité T, donc tous les membres tombent sous C, alors nous pouvons former en référence à T une totalité plus grande, T', donc tous les membres tombent sous C. Et donc d'après Demet, il y a tout un tas de concepts qui ont cette propriété-là, le concept d'ensemble, le concept d'ordinal, le concept de vérité arithmétique, etc. La question, donc on peut faire l'argument suivant, si le concept d'objet possible ou de possibilité est indéfiniment extensible. Si un concept est indéfiniment extensible, alors la quantification sur l'exception de C est inintelligible, donc on ne peut pas appliquer
le principe de recombinaison à tous les possibilia. Donc en fait, cet argument, il est problématique pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, on a besoin d'une raison d'accepter la première prémisse. Pourquoi est-ce que le concept de possibilité est indéfiniment extensible? Donc une raison consiste à dire oui, ça suit du principe de recombinaison. Sauf que si vous utilisez le principe de recombinaison dans cette situation-là, pour dire on a une indéfinie extensibilité qui est incompatible avec le fait de prendre A2, à ce moment-là, on fait en quelque sorte on fait une pétition de principe, puisque on présuppose la cohérence du principe de recombinaison pour pouvoir l'appliquer dans ce contexte-là, parce que si le concept de recombinaison est trivial, alors tout s'ensuit et ce n'est pas du tout informatif de le convoquer ici. Donc le fait de le convoquer dans ce cas précis nous fait faire une pétition de principe. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autre bonne raison de supposer que la totalité de tous les possibilia forme que le concept de possibilité est un concept qui est indéfiniment extensible, autre que ceux qui proviennent du principe de recombinaison. Donc à mon avis, ce n'est pas une manœuvre qui nous est autorisée ici. Alors, on me dit de conclure. Malheureusement, je n'ai même pas fini de faire l'état des lieux. Je n'aurai pas l'occasion de proposer ma propre solution. Donc, je vais juste l'expliquer en une phrase. Donc, ce qui aurait suivi dans un monde possible idéal, où j'aurais soit eu plus de temps, soit eu la capacité de dire ce que j'avais à dire en un temps plus court. Donc j'aurais proposé une solution impure qui consiste à restreindre l'application du principe de recombinaison à des ensembles de possibilia. Suite à quoi vous m'aurez objecté, oui, mais c'est impur, c'est pas bien. Est-ce que tu résous vraiment le problème est-ce que tu sauves vraiment le principe de recombinaison? Est-ce que tu sauves la métaphysique des modalités par là? Et j'aurais dit bien sûr que non. Et dans ce cas-là, j'aurais proposé une solution, j'aurais essayé de purifier cette solution en la formulant uniquement à l'aide de concepts modaux. Voilà, mais il faudra attendre plus tard pour le savoir. Je vous remercie pour votre attention.